Ok, je commence. Le simple de la représentation en architecture constitue un milieu dans lequel nous pourrions discerner une concrétisation spatio-temporelle des agencements qui ont été formés pour que l'architecte, comme personnage conceptuel, conçoive les rapports entre le fonctionnement technique et le fonctionnement esthétique de l'objet architectural. En analysant comment Gilles Deleuze et Gilbert Simondon appréhendent la différence entre le fonctionnement technique et le fonctionnement esthétique, mon analyse vise à présenter comment la conception formelle en architecture peut activer de nouvelles répartitions des potentiels des rapports entre l'individu et son milieu associé. Comment est-ce que le statut de la distinction entre l'haptique et l'optique que Gilles Deleuze emprunte à Alois Riegel se transforme quand nous passons de la représentation à main du dessin à la représentation digitale? Quelle mutation ces déplacements impliquent-ils vis-à-vis de la conception du rapport entre la forme et la matière? Et est-ce que ce passage du dessin architectural vers la représentation digitale influence le processus selon lequel l'architecte conçoit la modulation qui permet de passer d'une conception statique à une conception métastable du projet architectural? De quelle manière est-ce que l'opposition entre l'espace haptique lisse et l'espace optique strié change du statut quand l'outil pour concevoir la forme devient la représentation virtuelle? Si on comprend ces deux démarches, c'est-à-dire celle de la standardisation en architecture et celle du biomimétisme, comme agencement collectif d'énonciation au sens élaboré par Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, capitalisme et schizophrénie, il faut mettre l'accent sur le fait qu'un agencement dans sa multiplicité opère à la fois sur des flux sémiotiques, matériels et sociaux. Une telle conception des pratiques architecturales et urbanistiques implique que l'architecte et l'urbaniste doivent prendre en compte tout à la fois leurs responsabilités esthétiques, éthiques et politiques. Les architectes, à travers la construction de leurs dessins, adressent aux observateurs de leurs dessins et aux habitants des artefacts architecturaux que leur pratique vise à produire. Mon intervention se concentre sur le diagnostic de la transformation de l'objet épistémologique de l'architecture à travers la transformation de ses modes de représentation, de transmission et d'exposition. Il s'agit de cartographier les renversements épistémologiques successifs concernant la conception architecturale et les modèles d'apprentissage de l'architecture. Pour ce faire, mon analyse se concentre sur le processus créatif des architectes et trace une généalogie de la transformation du statut du signe, de l'image et de l'artefact en architecture. Pour ce faire, elle est axée sur 4 terrains d'études. Celui des dispositifs de la conception architecturale, celui de l'enseignement du projet architectural, celui des modèles historiographiques en architecture et celui des expositions d'architecture comme dispositif de dissémination des modèles épistémologiques. La compréhension des dessins architecturaux en tant que dispositif implique qu'ils soient compris comme le point de rencontre des essences et de l'interaction entre différents paramètres. Dans notre cas, l'architecte concepteur, l'observateur et l'usager. La conception de chacun des paramètres ci-dessus évolue dans le temps lorsqu'on passe d'un contexte social, institutionnel, culturel, historique à un autre. Ce qui m'intéresse concernant le concept de dispositif est le fait qu'il prend en compte l'hétérogénéité des systèmes. Le concept de dispositif suppose que non seulement les différents systèmes sont caractérisés par leur hétérogénéité, mais l'intérieur de chaque système
est également compris comme hétérogène. Un point de départ de cette recherche est l'hypothèse que de nouvelles conceptions de l'espace et de nouveaux modes d'habitation sont abordés par le processus de conception architecturale avant d'avoir été théorisés. Ces modes réinventés d'assembler la dimension réelle avec la dimension fictive de l'architecture sont abordés par le discours écrit bien plus tard que leur concrétisation par la mise en place de dispositifs spécifiques de signes architecturaux non discursifs. En d'autres termes, il y a un décalage entre l'élaboration des nouvelles conceptions de l'espace et la théorisation de ces nouvelles conceptions par le discours écrit. L'espace étant conçu pour être habité, la genèse d'une conception de l'usager s'opère à travers la fabrication des représentations visuelles, bidimensionnelles ou tridimensionnelles, digitales ou non digitales, dessin, modélisation, maquette, etc., qui se produisent au cours de la conception. Le concepteur architecte, lorsqu'il représente des formations spatiales, fabrique des rapports entre un concept d'usager fictif et un concept d'usager réel. Mon intervention vise à tracer une généalogie de la transformation du statut de ces rapports. Elle vise à lier cette généalogie aux mutations du statut des signes et des dispositifs sémiotiques en architecture. Il s'agit de faire une généalogie de l'épistémologie de l'architecture comme généalogie de la transformation des modes de fabrication du rapport entre l'usager fictif et l'usager réel. Les architectes, à travers la construction de leurs dessins, adressent aux observateurs de leurs dessins et aux habitants des artefacts architecturaux que leur pratique vise à produire. Mon objectif est de montrer comment la dominance du premier ou du deuxième acteur, c'est-à-dire de l'observateur ou de l'habitant usager, change quand on passe d'une génération à l'autre. En d'autres mots, je vise à démontrer quel paramètre du rapport observateur-habitant devient plus central pour la démarche architecturale dans chaque génération. Les modes de représentation élaborés par les architectes véhiculent de manière spécifique de fabriquer des assemblages entre les agents suivants. Premièrement, l'architecte concepteur des représentations architecturales. Deuxièmement, leur observateur. Troisièmement, les usagers des assemblages spatiaux après la construction des artefacts architecturaux. Je mets en scène trois acteurs, l'architecte, l'observateur et l'usager, et trois strates, la conception, la réception du tracé architectural par l'observateur et l'habitation de l'espace construit. Je propose que pour mieux saisir ces trois niveaux, nous devrions les considérer comme deux transitions successives. La première transition concerne le transfert du concepteur au spectateur, tandis que la seconde concerne la transition entre l'observateur et l'usager. La première transition correspond à une essence entre deux sujets différents, tandis que la seconde correspond à une transition entre deux modes différents de représentation du dispositif architectural par le même sujet. Sa réception à travers la perception des dessins architecturaux et son expérience à travers l'habitation de l'espace construit. Pour tenter de démontrer cela, je m'appuie sur les liens entre fiction et réalité. Afin d'éviter une analyse a posteriori des processus créatifs des projets architecturaux qui risqueraient d'être réduits à leur description et afin d'éclairer les processus mêmes par lesquels les projets sont réalisés, je dévoile les tensions et les contradictions entre la théorisation de ces processus par leurs architectes et concepteurs et ce que je discerne comme intention derrière les projets. Dans certains cas, comme dans le cas des Manhattan Transcripts de Bernard Tschumi, la théorisation de ces projets par lui-même ne se fait pas a posteriori, mais elle se déroule au cours du processus de création et constitue une partie constitutive de ces processus. En d'autres termes, dans le cas des Manhattan Transcripts, l'expérimentation des dispositifs de notation fait partie du projet théorique de Tschumi. La question du processus de la conception architecturale, la question de l'habitat et la question de l'interprétation des artefacts architecturaux
sont trois questions qui ne doivent pas être comprises isolément, car elles interagissent d'une manière que nous ne devrions pas réduire à une interprétation fondée sur la relation entre cause et effet. Dans chaque représentation architecturale, étant donné que la conception des formes en architecture s'adresse à un usage, la construction d'une conception d'usager prend nécessairement place. En parallèle, lorsque les observateurs interprètent des dessins architecturaux, ils construisent au niveau mental une traduction des dessins dans l'espace. Le but principal des dessins architecturaux est d'activer la manière dont les observateurs relient dans leur esprit les dessins aux effets des espaces réels. Mon point de départ est l'observation que dans différentes périodes historiques, la conception de cette traduction change. La question de la technoesthétique, c'est Gilbert Simondon, est liée à la manière dont il entend la notion des gestes dans son ouvrage intitulé « Du mode d'existence des objets techniques », qui fut sa thèse complémentaire soutenue en 1958, ainsi que dans ses textes intitulés « Psychosociologie de la technicité, culture et technique, et imagination et invention ». Pour Simondon, la technique est d'abord prolongement du monde avant d'être prolongement du corps. Une compréhension de la technique dans une perspective simondonienne mettrait l'accent sur la rationalité qu'on met dans l'objet technique et non pas à l'usage. Le premier travail théorique de Bernard Tschumi comprenait un dessin de 11 mètres de long qui s'appelait le Manhattan Transcript. Pour pouvoir il fallait marcher tout au long de la galerie new-yorkaise où il était exposé. Manhattan Transcripts était une série de 4 projets théoriques dont le deuxième était une illustration d'11 mètres de long qui racontait un meurtre sur 42th Street à New York. Pour percevoir l'histoire, l'observateur devait se déplacer dans l'espace et littéralement éprouver l'architecture. Le mode de notation superposée emporté permettait de montrer simultanément la narration des plans de la rue ainsi que d'autres éléments. Les Manhattan Transcripts sont des travaux graphiques que Tschumi avait présentés dans différentes galeries d'art à Londres et à New York et qui réunit dans son ouvrage de Manhattan Transcripts en 1981. Ces travaux consistent en des bandes parallèles organisées en séquence. Les Manhattan Transcripts ont mis en scène une série de disjonctions entre l'usage et la forme. Tschumi, dans son ouvrage intitulé « Les Manhattan Transcripts », explore un mode tripartite de notation en juxtaposant 3 couches, celle des événements, celle des mouvements et celle des espaces. Ce qui est au cœur des questions que Bernard Tschumi tente d'aborder à travers ses travaux graphiques est la complexité de la relation entre l'espace et son usage, ainsi que la complexité de la relation entre le type et le programme et entre les objets et les événements. Tschumi tente d'inventer une nouvelle relation entre l'espace, les mouvements et les événements. La temporalité de Manhattan Transcripts suggère l'analogie du film. Il s'agit d'une exploration de nouveaux dispositifs de narration. Tschumi insiste sur le fait que la logique des dessins diffère de la logique des mots, de l'ose tenter de sortir de la philosophie par la philosophie. On pourrait dire que Bernard Tschumi essaie de sortir de l'architecture par l'architecture. Tschumi est attiré par la méthodologie diagrammatique de Sergei Eisenstein. Eisenstein, pour le film Alexandre Nevsky, a juxtaposé sur le papier, sous forme de séquences, les images qu'il allait filmer, leur cadrage, le score musical de Prokofiev et les mouvements de la caméra. Chaque plan du film était découpé en vignettes qui progressaient au même rythme que la musique. Tschumi réfléchit à travers sa pratique sur la question suivante. Pourrait-on donc développer un mode de notation qui exprime la perception?
L'idée d'action et donc du mouvement amène Txumi à penser une architecture presque cinématographique constituée de séquences additionnées dont chacune est un cadre précis. La référence au cinéma d'Eisenstein est d'ailleurs revendiquée par Txumi. Dans Cinéma 1, l'image-mouvement, Gilles Deleuze écrit sur le passage d'une forme à l'autre chez Eisenstein en se référant à la conception dialectique du montage chez les cinéastes soviétiques. Chez Eisenstein, le saut d'une image à l'autre ne concerne pas le contenu, mais au contraire la forme. Quelle en est l'implication? Finalement, que c'est Eisenstein, quand on passe d'un mode d'image à un autre, le rapport entre les images successives est un rapport réflexif en direct. Dans Cinéma 1, l'image-mouvement, lorsque Deleuze parle du montage, il soutient que pour Eisenstein, le montage est le tout du film. Deleuze définit comme montage, quote, cette opération qui porte sur les images-mouvements pour en dégager le tout, l'idée, c'est-à-dire l'image du temps. Fin de citation. Il définit aussi des montages comme la composition, l'agencement des images-mouvements comme constituant une image en direct du temps. End of quote. Selon Deleuze, les rapports entre les images-mouvements nous permettent de concevoir l'image du temps. Le temps est conçu en fonction du mouvement. C'est Eisenstein, l'opposition est au service de l'unité dialectique. Cette composition dialectique se trouve dans Ivan le Terrible. Deleuze conclut l'ouvrage Cinéma, l'image-mouvement en écrivant sur le problème d'une nouvelle conception de l'image. Dans la dernière phrase de ce livre, Deleuze fait appel au surgissement de la nouvelle image pensante. Les modes de notation, c'est Eisenstein comme c'est Txumi, mettent en parallèle les cadres picturaux, les partitions musicales, le diagramme de composition picturale et le diagramme de mouvement. Selon Deleuze, Eisenstein identifiait déjà le cinéma au processus de la pensée tel qu'il se développe dans le cerveau. Deleuze caractérise Eisenstein comme un Hegel cinématographique. Le mouvement de la dialectique hegelienne est lié au mouvement de joindre le plus haut degré de conscience au niveau le plus profond d'inconscient. Le tout ne cesse pas d'être ouvert, la spirale, mais c'est pour intérioriser la suite des images aussi bien que pour s'extérioriser dans cette suite. Selon Deleuze, c'est Eisenstein, l'ensemble forme un savoir à la manière hegelienne qui réunit l'image et le concept comme deux mouvements dont chacun va vers l'autre. L'intérêt des Gilles Deleuze pour les arts non discursifs hors littérature est lié au mouvement de sa pensée du langage vers la matière de la perception. Cette inflexion de sa pensée coïncide avec le développement de son intérêt pour la peinture et le cinéma qui débute avec l'anti-Édipe capitalisme et schizophrénie et continue de s'affirmer dans mille plateaux capitalisme et schizophrénie, Francis Bacon, la logique de la cessation, cinéma 1, l'image-mouvement, cinéma 2, l'image-temps, Foucault, et qu'est-ce que la philosophie? Le déplacement de son intérêt du texte vers l'artefact ainsi que de la littérature vers la peinture et le cinéma est lié à sa conception de l'effectivité matérielle du signe. Deleuze, dont Francis Bacon, la logique de la sensation, développe une sémiotique de l'art plastique dans laquelle l'image visuelle est liée à la dialectique du toucher de la vision. Si nous entendons comprendre l'haptique comme la fonction tactile de l'œil, nous devons garder à l'esprit que l'espace lisse est lié à la participation haptique de l'œil. Gilles Deleuze, dans le dernier chapitre de Francis Bacon, La logique de la sensation, intitulé L'œil à la main, vise à expliquer comment l'hétérogénéité du schéma manuel dans la mise en forme de Bacon active la fonction haptique de l'œil. Deleuze souligne qu'une caractéristique de peinture de Bacon qui contribue à l'activation de la fonction haptique de l'œil
et que la notion de schéma dans son œuvre reste localisée dans l'espace et dans le temps. Dans le même livre, Deleuze établit la distinction entre la figure et le figuratif en nous disant que le figuratif implique la relation d'une image à un projet ainsi que la relation d'une image à d'autres images dans un tout composite. Deleuze souligne l'importance de la possibilité qu'il y ait entre les figures simultanées des relations non illustratives et non narratives, pas même logiques, qu'on appellerait précisément matters of fact. Alois Riegel distingue trois modes de vision, la vision rapprochée, la vision normale et la vision lointaine. La manière dont Riegel conçoit l'histoire de l'art repose sur la construction d'une archive qui inclut les apparitions historiques comme catégorie de la production culturelle. Un élément fondamental de son approche est son effort pour relier l'art à la matérialité de l'humain. Pour lui, les œuvres d'art doivent être appréhendées en fonction des finalités de l'époque à laquelle elles correspondent. Une distinction qui nous aiderait à discerner les affinités entre l'approche de Deleuze et celle de Boehringer est celle entre abstraction et empathie. Cette distinction qui discerne Boehringer correspond à deux modalités de représentation qui sont liées à deux tendances à se relier à l'extérieur et associées à deux valeurs typiques, l'attention et la détente. Deleuze et Guattari, dans Mille plateaux, capitalisme et schizophrénie, ont remplacé la distinction entre abstraction et empathie on remplace, cette distinction par celle entre l'espace lisse et l'espace strié. Deleuze et Guattari notent donc qu'est-ce que la philosophie concernant le rôle de l'art pour l'organisation des perceptions, affections et opinions. L'art défait la triple organisation des perceptions, affections et opinions pour y substituer un monument composé de percepts, d'affects et de blocs de sensations qui tiennent lieu de langage. La définition de Deleuze de l'art comme capture de force pourrait être interprétée comme une tentative de référence à l'identité esthétique dépassant les limites de la philosophie linguistique du signe. Le concept d'image de la pensée dérive de l'intention d'échapper aux limites qui impliquent la perception de l'image comme représentation de l'imaginaire. La conception de l'image comme mode de la matière conduit à la transformation de sa définition. L'idée que l'effet de l'art requiert une sémiotique de l'affect non réductible au discursif conduit à une transformation de la fracture entre l'imaginaire et le réel. Le refus de réduire les arts à un système symbolique découle de la reconnaissance que l'image cherche la pensée au niveau de la sensation. L'idée que les arts contribuent à la création de nouvelles formes de subjectivation implique le pragmatisme d'un concept et éclaire la dimension politique de la praxis artistique. Je vous remercie. Diana, Oui. vous étiez censé passer un... Ah ben, c'est ça? Je dois arrêter the share screen or it's has stopped already. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Ok. J'ai fini. Oui, merci. Merci aussi. C'est vraiment pas facile à distance, j'en conviens. Est-ce que dans les architectes d'aujourd'hui, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu me comprends? Je n'entends pas très bien. Si vous voulez me demander des questions par la conversation. Dans les chats, maybe. Si vous voulez demander des questions.
Oui, j'ai lu ta question où tu me demandes si aujourd'hui il y a des architectes qui poursuivent cette question de l'image technoesthétique. Je crois que dans chaque architecte, c'est plutôt une question de la manière dont on comprend le processus de la production architecturale dès le premier dessin jusqu'à la fabrication. Je crois que dans chaque architecte, on peut avoir cette manière de l'interpréter d'une façon qui vise à prendre en compte l'approche technoesthétique. Mais je dirais que c'est assez présent dans des cas des architectes comme Gehry qui utilisent en même temps les dessins pour les premières idées, les dessins qui est comme un simple geste parfois, mais en même temps, dans son agence, ils utilisent des logiciels très avancés. Ils avaient même un logiciel qui était juste pour son bureau, qu'il a après vendu à des autres bureaux, Gehry Technologies, I think. Donc, il s'agit d'une agence qui combine le processus haptique qui est plus lié au geste du croquis quand tu commences à penser un projet architectural. Il combine ça avec la gestion plus avancée qu'on peut avoir avec les logiciels compliqués. Donc, dans le logiciel, tu peux avoir en même temps l'aspect technique et l'aspect formel parce que tu peux comprendre comment la forme serait traduite dans sa construction. Donc, on pourrait dire que dans ce cas, l'aspect technoesthétique est assez évident. Mais je ne voudrais pas réduire ça à la pratique de Gehry parce que je crois que dans chaque pratique architecturale, on peut voir ça. Donc, ça qui m'intéresse plutôt est d'essayer de contribuer à la formation d'une approche de comprendre l'architecture qui ne confronte pas l'artefact final comme le plus important, mais qui essaye de comprendre sa génétique depuis le début. Et je crois aussi que parfois dans les premiers le premier processus d'un projet, l'abstraction qu'il y a parfois est beaucoup plus forte comme idée que le produit final. Parce qu'après, avec les limites de la réalité, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, parfois, dans plusieurs projets, on perd cette immédiateté qui existe au début.
Je ne sais pas si je réponds à ta Ici. question. Par l'architecture comme la partie. Merci. Merci aussi. À bientôt. À bientôt. Ciao.